Voilà, donc c'est parti pour notre deuxième webinaire. Hier, on était connecté sur le secteur énergie. Aujourd'hui, on fait un webinaire sectoriel agroalimentaire. On est tous renommés, on est tous là. On aura des temps de questions-réponses, évidemment. Si vous avez des questions qu'on n'a pas le temps d'aborder, on peut les noter dans le chat. Aussi, on peut revenir vers vous après. Dans le déroulé, on a plusieurs temps forts. Il y a Eliabel qui est avec nous et donc je la représente à nouveau. Eliabel est notre experte biodiversité consultante qui travaillait avant dans le cabinet Utopie et elle en dira un petit peu plus justement sur cette étude qu'elle a menée sur différents secteurs et leur impact sur la biodiversité. Donc on se donne 25 minutes à peu près et incluant un peu de questions-réponses. Et ensuite on a un témoignage et donc, de l'entreprise Olga, une entreprise qui a fait la CEC premier parcours national et Maëva, du coup, est maintenant responsable RSE et nous partagera les actions clés, un peu de retour d'expérience d'Olga. Et Olga est entreprise engagée pour la nature, je précise aussi. Et on se garde un temps d'appropriation en sous-groupe. Vous avez reçu une grille, un template Excel, je peux vous le remettre aussi dans le chat. Si vous voulez jeter un œil pendant qu'on échange et qu'on écoute Eliabel aussi, c'est possible. Et en conclusion, on aura quelques synthèses, enfin quelques éléments très synthétiques sur ce secteur et des infos sur les next steps, évidemment. Donc on se donne ce challenge de tenir à midi et finir à 12h30, promis. Eliabel, je te laisse la main. Oui, merci beaucoup Mélanie et bonjour à tous et à tous. Enfin, rebonjour pour certains et certaines, effectivement. Donc, moi, j'ai mené, quand j'étais en charge de l'équipe biodiversité chez Utopie, une étude pour l'Office français de la biodiversité sur les impacts biodiversité dans l'ensemble de filières et secteurs économiques en France. Et donc, parmi ces différents secteurs et filières, il y avait le secteur agroalimentaire. Et donc, aujourd'hui, dans les 25 minutes qui viennent, je vais vous donner un petit aperçu des enjeux de biodiversité de ce secteur sur la base du coup du travail qu'on a réalisé Utopie et Vertigo le cabinet de conseil pour l'OFB. Comme hier, n'hésitez pas à poser vos questions ou à mettre des commentaires dans le chat. Effectivement, il y aura un temps de questions-réponses juste après. Mais n'hésitez pas à déjà les noter. Et éventuellement, Eliabel, je lui demande si on, je sais pas si pour toutes les deux, parler un petit peu plus fort et on essaye. Allez. Ok, très bien. Le secteur agroalimentaire, on ne le représente plus. On sait que c'est à la fois un contributeur qui est majeur vis-à-vis de la crise écologique, notamment à l'aune du réchauffement climatique. Les activités agricoles, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est aussi majeur en termes d'érosion de la biodiversité. Vous avez aussi un autre chiffre clé, 80% de la déforestation mondiale est due à l'agriculture et au pâturage. Mais à cet égard, c'est aussi en fait un levier essentiel de transition, puisque vu qu'il y a beaucoup d'impact, c'est aussi un secteur économique qui façonne nos territoires et qui façonne aussi nos façons de consommer et de produire. Et donc, c'est un secteur qui est spécifiquement ciblé par la stratégie nationale pour la biodiversité comme un secteur qui va contribuer à cette transition, notamment en termes de réduction de l'utilisation des pesticides et des engrais et d'évolution des pratiques agricoles. Je vous ai aussi mis un petit chiffre spécifique sur l'agriculture dans notre belle région sud. Les 2 tiers de l'eau douce prélevée dans la région sud, elle est dédiée à l'agriculture, ce qui est supérieur donc à la moyenne française et qui pose aussi des questions assez importantes en termes effectivement d'usage des ressources et de pérennité des ressources dans un contexte de changement climatique. Là encore, vous vous en doutez de façon assez évidente, la performance économique des entreprises agroalimentaires, elle est totalement liée à celle des écosystèmes. Quand les écosystèmes sont en bonne santé, les entreprises du secteur fonctionnent bien. Et à l'inverse, l'érosion de la biodiversité a des impacts majeurs sur la pérennité des activités agroalimentaires. On pense notamment, par exemple, à la disponibilité et à la qualité de l'eau, qui est indispensable en fait pour l'irrigation des cultures, l'abreuvement des animaux et aussi beaucoup de processus de transformation agroalimentaire. Et évidemment, la question du climat et la protection contre les événements extrêmes. On a eu un été qui a été très chaud, on a eu des épisodes de précipitations qui ont été très fortes. Donc clairement, le fait que le climat soit stable et relativement régulé, c'est essentiel pour le bon développement des cultures et aussi pour la préservation des ressources en eau, des ressources halieutiques. Et enfin, la qualité des sols, là encore, très logique, nécessaire à la productivité des terres agricoles et aussi à la résilience de façon globale des terres de culture. Je vous présente ces trois principaux services écosystémiques
Évidemment, il y en a d'autres. Il y a beaucoup d'autres activités agricoles qui sont dépendantes d'autres services écosystémiques, par exemple la pollinisation. Là, je vous prends vraiment ici les dépendances qui sont les plus fortes et qui s'appliquent à l'ensemble du secteur, faute de temps, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres. Et du coup, ce que je vous disais, en corollaire, évidemment, dès qu'il y a des risques qui sont liés, enfin, dès qu'il y a des perturbations qui sont liées à la liaison de la biodiversité, ça met le secteur dans des situations de risque qui sont particulièrement importantes, en lien avec les perturbations opérationnelles. Les sols sont moins fertiles, baisse des rendements, une raréfaction de l'eau, etc. Et donc aussi, en effet de cascade, il y a des tensions dans les chaînes d'approvisionnement, puisque certaines matières premières deviennent plus rares, matières premières agricoles, ou alors plus chères. Ça a par exemple été le cas du cacao ces dernières années. À l'inverse, c'est aussi une situation, enfin, comprendre ce lien entre les écosystèmes et le secteur agricole, c'est aussi une opportunité de différenciation et de robustesse, puisque les entreprises qui vont anticiper et s'adapter à typiquement de nouvelles conditions climatiques ou faire évoluer leurs pratiques agricoles pour être plus résilientes par rapport à la sécheresse ou rendre leur sol plus fertile, elles vont justement être plus robustes dans les années à venir, éventuellement aussi répondre à de nouveaux marchés, anticiper des réglementations comme la réglementation européenne sur la déforestation importée qui demande de la traçabilité sur un ensemble de matières premières et aussi contribuer collectivement en fait à une plus grande résilience des territoires et des paysages en France ou ailleurs. Où sont les enjeux biodiversité du secteur agroalimentaire? Vous y pensez toutes et tous, la question de l'amont agricole, notamment la production en fait végétale et puis aussi l'élevage, c'est partie un petit peu centrale sur la slide. Ne pas oublier quand même qu'en amont, il y a aussi beaucoup de cultures aussi, comme par exemple les aliments pour le bétail, et aussi tout ce qui va être la production d'engrais et de pesticides, ça a aussi beaucoup d'impact sur la biodiversité, même si on ne l'a pas nécessairement en tête. Et puis sur le volet transformation et distribution, il y a aussi un ensemble d'impacts qui sont notamment associés à donc, la préparation, la transformation pour certains secteurs, et de façon aussi assez globale, la distribution et la restauration. On va y revenir dans le détail et je vous ai mis en gras les activités qui ont un impact plus important sur la biodiversité en relatif vis-à-vis des autres étapes de la chaîne de valeur. Et je vous propose maintenant de détailler un petit peu plus les impacts. Là encore, je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà. Tout le volet amont agricole, ça vraiment concentre un impact majeur sur la biodiversité, en lien avec l'usage et la conversion des terres, qui sont associées du coup aux pratiques agricoles et pastorales. Tout ce qui va être aussi les pollutions de l'air, de l'eau, des sols, qui sont notamment liées à l'usage des intrants et des engrais. Là encore, on pourra y venir dans le détail si vous le souhaitez. Les émissions de gaz à effet de serre qui sont utilisées, enfin, associées à l'élevage, associées à l'utilisation de certains engrais et intrants, notamment pour la fertilisation. Et aussi la surexploitation des ressources naturelles. On pense aux ressources en eau. Et on pense aussi aux ressources halieutiques, le fait d'aller prélever davantage de poissons que la capacité des populations de poissons à se régénérer. Là encore, tous ces impacts-là, ils sont assez variables aussi en fonction du type de culture, d'activité agricole. Je vous ai indiqué juste en dessous que de façon transverse, il y a certaines activités qui sont particulièrement impactantes. C'est le cas de l'élevage bovin, de la culture de céréales et de celle du fruit et légumes. Et après, il y a aussi d'autres types de cultures qui ont d'autres indicateurs qui sont particulièrement élevés. Et là encore, on pourra y revenir si vous suivez dans les questions. Je fais un tout petit incise sur la production des intrants qui sont aussi fortement associés à des impacts sur la biodiversité, notamment à travers l'exploitation des mines qui nécessitent pas mal enfin, pour tous les minerais qui rentrent dans la composition des intrants et des engrais. Là encore, on pourra détailler si vous voulez un petit focus par type d'engrais et type d'intrants. Sur le volet transformation et distribution, sur la fabrication de produits transformés, là encore, il y a des consommations énergétiques, de l'utilisation d'eau pour ce qui va être production de chaleur et de froid, de lavage, l'eau qui rentre aussi beaucoup comme ingrédient dans l'ensemble de produits, donc qui est très consommé pour certains types d'activités. Des pollutions, donc là encore, c'est aussi très fléché par rapport à des types d'activités agricoles, notamment tout ce qui va être abattage et consommation de la viande. Et puis, l'artificialisation des sols qui est associée du coup au développement et à la présence de sites de transformation et aussi de distribution.
Donc là encore, sur la distribution, c'est un peu plus classique. On va avoir l'artificialisation qui est associée au site, par exemple aux zones industrielles ou aux grandes surfaces, les consommations d'énergie. Et enfin, sur la question des déchets, déchets d'emballage et déchets alimentaires. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a identifié ces gros postes d'impact? On a énormément de réponses sur l'amour agricole. Entre guillemets, on sait en fait ce qu'il faut faire pour avoir vraiment d'impact sur la biodiversité, que ça soit des pratiques respectueuses des sols via la rotation des cultures, la mise en place de couverts végétaux, des cultures aussi ou des pratiques économes en eau. En introduction de ce mini parcours biodiversité, on est allé voir le château Galopé qui fait un travail super intéressant sur l'hydrologie régénérative. La réduction de l'usage d'intrants, ça c'est quelque chose qui est central vraiment pour diminuer les pollutions et qui est du coup cité spécifiquement dans la stratégie nationale pour la biodiversité. La création de haies et de bandes enherbées entre les espaces de culture pour assurer aussi des continuités et des connectivités entre les différents espaces et des habitats pour les espèces. Et donc, de façon plus globale, donc là, c'est vraiment, je cite des points un peu plus spécifiques, mais il y a vraiment des cadres de pratiques agricoles qui existent, qui, on va dire, réunissent ces différentes dimensions, que ce soit l'eau, le respect des sols, la baisse de l'utilisation des intrants. Par exemple, l'agriculture biologique, qui est un cadre de culture qui est très bien disant en termes d'impact sur la biodiversité par rapport à l'agriculture conventionnelle, ou aussi l'agriculture agroécologique. De façon transverse, la question des déchets aussi, elle se pose. Comment est-ce qu'on va réduire et valoriser au maximum les déchets? Donc, ça peut être comment est-ce qu'on utilise les sous-produits agricoles pour produire de l'énergie. On a parlé d'énergie hier, notamment de biocombustibles ou de biogaz ou alors de matériaux. La question aussi sur les emballages plastiques ou tout ce qui va être vraiment déchets d'emballage. Et enfin, la question du gaspillage alimentaire via les pratiques de gestion des stocks, les pratiques aussi de dons, aussi des invendus, ce type de choses qui existent, mais qui restent vraiment un levier aussi important pour la filière. Et enfin, la question de la transformation et de la distribution, c'est un maillon qui est assez central parce qu'en fait, il a vraiment, notamment la question de la distribution, il a un impact majeur sur comment est-ce que l'agriculture, elle va être pratiquée en tant que donneur d'ordre et aussi en tant que maillon essentiel entre la production et la consommation. Donc, c'est des acteurs qui ont tout l'aval de la filière, c'est des acteurs qui ont vraiment un gros rôle à jouer, même si les impacts biodiversité un petit peu moins forts. D'abord, donc savoir euh, qu'est-ce qu'on achète et comment c'est produit. Donc ça, c'est vraiment la question de la traçabilité pour garantir l'origine et les conditions de production. Et enfin, une fois qu'on connaît ses fournisseurs et on connaît un peu l'origine de ce qu'on produit, comment c'est produit, l'idée, c'est vraiment de co-construire avec les fournisseurs un ensemble de pratiques et de filières qui sont plus durables en ciblant notamment des activités qui sont à fort impact. Je vais citer la viande bovine, la culture de céréales, aussi les produits laitiers. Et ça, c'est vraiment lié, pour construire avec les fournisseurs des filières plus durables, à la question de la valorisation économique en fait des pratiques agricoles qui sont favorables à la biodiversité. Comment est-ce qu'on travaille avec ces fournisseurs pour, soit en leur donnant par exemple des garanties d'achat sur le plus long terme, soit en augmentant le prix d'achat, soit en partageant justement les prises de risque qui peuvent être associées à une conversion par exemple en agriculture biologique. Comment est-ce qu'on s'assure de valoriser vraiment ces pratiques-là aussi dans les pratiques d'approvisionnement, notamment des acteurs de la distribution. À l'échelle vraiment des acteurs de la transformation de distribution, les démarches sobres en ressources, que ce soit en énergie, en eau, effectivement, la gestion des déchets, ce type de choses. Et enfin, ce dernier maillon qui est aussi central, comment est-ce que la distribution notamment va pouvoir jouer ce maillon de lien, de contact, d'éducation, de sensibilisation des consommateurs en augmentant et en valorisant aussi une offre de produits qui sont sains et qui sont durables. Comment est-ce qu'on peut en faire en sorte que ce soit plutôt sur ces produits-là qu'il puisse y avoir, par exemple, des réductions ou des marges qui sont un peu moins fortes ou de la communication ou de la communication ou de la publicité, par exemple, sur des produits qui sont mieux-disants pour la santé et pour l'environnement. Et enfin, sur le volet transversal, parce que donc là, on a un peu repris les différentes étapes de la chaîne de valeur, mais au sein des entreprises, il y a de façon générale créer une culture de la biodiversité. Comment est-ce qu'on forme un ensemble de métiers qui sont clés, par exemple, je vous parlais du lien avec les fournisseurs, travailler avec les acheteurs pour que les acheteurs soient formés à ces questions de prise en compte des enjeux de biodiversité dans leur pratique d'achat et puissent aussi intégrer davantage ces critères-là dans leur référentiel. Le volet communication et marketing, on parlait de la communication notamment pour vis-à-vis des clients, les directions évidemment. Et puis après, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites. Là, je viens de le citer à l'échelle d'une entreprise,
mais aussi qui doivent être faites à l'échelle d'une filière ou même de l'ensemble du secteur. Comment est-ce que ça existe? Il y a différents acteurs des filières qui se réunissent pour aller appuyer la transformation de filières clés, par exemple les céréaliers ou autres. Comment est-ce que, en tant qu'entreprise, en tant que collectif d'entreprise, en tant que secteur, on soutient les politiques et les réglementations qui sont favorables à la biodiversité? Là, on est vraiment typiquement dans un sujet brûlant en termes d'actualité avec, par exemple, la loi du plomb. Et enfin, comment est-ce que on contribue à la protection de la biodiversité sur ces territoires d'implantation et d'approvisionnement, à savoir s'il y a des projets justement de contribution, de mécénat, de restauration de la biodiversité, dans quelle mesure ils peuvent être faits et en lien sur les territoires et en lien avec les écosystèmes que notre activité impacte pour que justement ces actions de contribution à la biodiversité soient ciblées en lien avec les systèmes qu'on touche. Voilà de façon très rapide un aperçu des enjeux de biodiversité pour la filière. Comme hier, c'est toujours un exercice de synthèse très, euh, très rapide, donc n'hésitez pas à, si vous voulez que je revienne sur certaines thématiques ou si vous avez des Ouais, questions. merci Eliabel. Merci pour cette synthèse express qui brosse un panorama assez complet quand même malgré tout. Vous aurez le support, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? On peut se donner quelques minutes. Ou des surprises, des choses que vous avez découvertes. Moi, j'ai été surprise par un chiffre, première slide, je crois. 90% de la déforestation est due à l'agriculture et au pâturage. Et je me demandais quelle était la part du palme dedans. Parce que moi, tout de suite, je pense aux palmes, sur palme et déforestation. Vous savez à peu près la proportion, parce que je me dis que ça doit prendre une grosse part de ce pourcentage. Euh, alors, euh, pas nécessairement. Non, Dans le problème de partage d'écran, je suis désolée. ça me semble vraiment énorme. Enfin, moi, ça m'a interpellée. Oui, alors pas nécessairement. Alors évidemment, en fait, la question de l'huile de palme, elle se pose beaucoup. En fait, je pense qu'elle peut être très très haute dans certaines régions. Par exemple, en Indonésie, il y a des très très forts enjeux Oui, sur l'huile de palme. Pour autant, en fait, la déforestation, elle est aussi associée à énormément d'autres facteurs. Typiquement, l'agriculture vivrière en Amazonie, les cultures de soja pour l'élevage oui, bovin, les cultures, par exemple, d'EVA pour le caoutchouc naturel qui rentre dans nos pneus. Mais on voit aussi, c'est des cultures vraiment de... Et donc, il y a vraiment, je pense que la part du palme, elle n'est pas si importante. De mémoire, mm, je crois oui, qu'en Indonésie, même, par exemple, qui donc, est quand même un hotspot d'impact en termes de culture du palmier à huile, je crois que la déforestation en Indonésie, elle est liée à moins de 50% à la culture de palmier à huile. Ce qui fait ok. qu'au global, je pense que le ratio est pas si haut, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres cultures qui sont associées à la déforestation. Ok, oui, ça intègre aussi des cultures qui sont pas exclusivement à usage alimentaire. Parce que vous citiez les VA pour le plastique. Ok, moi j'avais ça en tête, c'est pour ça. Ok, hmm, Moi, je merci. veux bien, merci beaucoup, Julie Pulpe de Vie. Je veux bien un petit refresh data parce que je me fais pas mal challenger en fait entre bio et agroécologie ou permaculture sur le fait qu'en bio, on peut être quand même sur de la monoculture qui serait peut-être pas trop le cas de l'agroécologie, qu'on peut quand même avoir des pesticides. Est-ce que rapidement, Eliabel, vous pouvez nous dire un peu les points clés entre les deux? Pourtant, c'est un peu mon secteur, mais c'est vrai qu'on se fait pas mal challenger en fait, comme il y a pas mal de mots à la mode en ce moment. Du coup, ta question, Julie, c'est un peu avantage, inconvénient, comparaison bio et agroécologie? Oui, peut-être quelques points majeurs de différenciation ou voilà, qu'on soit assez clair sur les deux termes, quoi. Eliabel, ton micro, il est coupé. Merci. Oui, alors peut-être qu'il faut avoir en tête, c'est que l'agriculture biologique, c'est vraiment un label qui est officiel et qui est associé à un cahier des charges
qui est, on va dire, bien définie, alors que agroécologie, c'est vraiment, on va dire, plutôt une vision globale, en fait, de la transition agricole qui peut être plus ambitieuse, mais qui n'a pas, on va dire, Mm. ce tampon ou ce label aussi cadré. Ce qui fait qu'en fait, parler d'agroécologie, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça aussi que moi, j'ai insisté un peu davantage sur le bio parce que c'est un peu plus simple à lire et on connaît vraiment le niveau d'exigence qui est associé au bio parce que vraiment, il y a un cahier des charges qui permet une certification. Pour le coup, effectivement, on peut être en monoculture, je crois, avec l'agriculture biologique. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui est exigé, c'est vraiment un ensemble de points sur l'entretien et la fertilité des sols, la rotation des cultures, l'utilisation aussi des intrants qui doivent être plus limités, etc. Donc, il y a un ensemble de points euh, qui sont, on va dire, des figures imposées, mais c'est pas interdit formellement de faire de la monoculture en bio. L'agroécologie, c'est un petit peu différent parce que justement, il y a des points qui vont rejoindre le bio de façon beaucoup plus transversale sur justement la diversification des cultures, les cycles naturels, l'utilisation des intrants, etc. Mais vu que c'est pas un label et que c'est un cadre plus large, c'est compliqué de vous répondre sur est-ce que l'un est meilleur que l'autre. Mais ils sont pas au même niveau. L'agroécologie, c'est un peu plus une approche qui va être plus systémique et dont parfois en fait sinon le bio peut être une façon en fait d'incarner l'approche agroécologique de l'agriculture. Je sais pas si Peut-être ça moi prend un juste peu. ajouter, Eliabel, de l'agroécologie, la dimension quand même de prise en compte des sols, donc de la Mm. préservation des sols qui n'est pas forcément une pratique dans le bio. Mm. Et de la vue holistique, comme disait Liabel, sur la consommation d'eau, donc d'aller chercher beaucoup plus d'autonomie de consommation d'eau, restriction, enfin de penser aussi au-delà de la passerelle, entre guillemets, d'aller regarder les impacts aussi sur les écosystèmes proches, voisins. C'est peut-être une vision effectivement plus holistique. Et je sais qu'on a parmi nous peut-être des encore plus experts du bio et de l'agroécologie. Je sais pas si Mm. l'un de Mm. vous veut se signifier, ne serait-ce que pour vous mettre en relation, parce qu'on va comme ça passer au témoignage de Maëva, mais dites-nous s'il y en a qui veulent répondre plus largement à la question de Julie. Moi, je suis une spécialiste de l'agriculture biologique, donc je pourrais sans Maëva, du coup, problème argumenter, contre-argumenter sur ce que je viens d'entendre. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des idées reçues dans lesquelles il ne faut pas tomber. Mais peut-être que, d'ailleurs, dans le témoignage, peut-être qu'on abordera ces thèmes-là ou dans les parfait. questions. Ouais. On se dit J'ai notamment noté monoculture, préservation des sols et eau. Déjà, ces trois thèmes-là, on peut, tout à fait, enfin, je peux tout à fait apporter des éléments de compréhension sur ces trois items-là vis-à-vis de l'agriculture biologique, quoi. la transition est toute trouvée. Merci Maëva. Ouais, Du coup, on super. va te passer la parole. Et si vous voulez, si d'autres veulent réagir aussi dans le chat, vous êtes les bienvenus. Et donc, Maëva, donc, coordinatrice qualité et RSE. Et ce qui est intéressant, c'est que Maëva avait un passé dans l'entreprise avant d'être, enfin, qualité et pas nécessairement que RSE, donc c'est une vision aussi très métier, c'est un super éclairage qui va être donné. Olga est une entreprise basée dans l'Ouest qui a fait la CEC nationale historiquement et qui est aussi entreprise engagée pour la nature, donc a coché plein de cases et je suis très contente qu'on puisse avoir ce témoignage et on se donne à peu près 10 à 15 minutes de témoignage et un petit temps de questions-réponses aussi. Merci encore Maëva. Eh ben, merci à vous. Merci de nous donner la parole sur ce thème-là, qui est un thème hyper important pour nous. Donc, pour me resituer, moi, effectivement, oui, je viens plutôt du métier de la qualité. Et j'ai intégré le service RSE de l'entreprise il y a un an. Mais j'ai toujours, en fait, fait de la RSE, parce que nous, à Olga, hein, la RSE, elle est un peu partout. Donc, ce qui est bien, ce qui est une bonne chose. Mais voilà, il y a un moment, des fois, on a besoin de se rationaliser et de s'organiser un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe. Donc, on est quatre hein, dans l'équipe RSE Olga. Et on a tous double casquette. Donc, moi, ma double casquette, c'est qualité et RSE. Donc, petit rappel sur Olga, si vous ne connaissez pas, je veux bien que tu repasses sur la première slide. Nous, on est une laiterie à la base dans la région de Rennes.
Et dans les années 80, on a aussi développé des produits végétaux, mais on va dire lait alternatif. Donc on a déjà dans notre ADN cette diversité des produits et aussi cette envie d'être plus qu'un acteur, d'être vraiment aller dans les premiers de la classe sur le côté voilà, préservation de l'environnement au sens large. Et du coup, rien que pour illustrer, notre raison d'être dans l'entreprise, c'est être source de vie pour les hommes et la planète. Donc moi, personnellement, ce qui me parle, c'est être source de vie pour la planète. Voilà, j'ai d'autres collègues qui vont plutôt travailler sur l'homme, la femme, mais voilà, moi, mon leitmotiv, c'est vraiment la protection de l'environnement et l'agriculture biologique, c'est 99% de, voilà, de mon implication dans l'entreprise. On va dire ça comme ça. Voilà. Petite frise hein, que j'avais fait pour un petit peu retracer notre parcours. C'était un usage plutôt interne, cette frise, mais je me suis dit que là, ça pouvait être intéressant d'aborder ce sujet-là pour voir comment est-ce que nous, le sujet, il est arrivé dans l'entreprise. Alors, après, nous, on est une entreprise agroalimentaire, donc on dépend à 99,9% de la biodiversité cultivée et élevée sur la planète. Mais voilà, on n'avait pas réellement pris du temps pour aborder ce sujet de qu'est-ce qu'on fait pour la biodiversité à Olga avant, on va dire, 2019. 2019, on participe avec le Synabio, donc notre interprofession hein, des transformateurs de bio en France. On participe à l'écriture du guide des bonnes pratiques en matière de biodiversité pour les PME et aussi pour les producteurs. Donc là, ça nous met un petit peu déjà le pied à l'étrier parce qu'il y a un gros travail qui est fait, un gros travail collectif qui est fait et ça nous permet vraiment de faire une structuration, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire sur le long terme, où est-ce qu'il faut qu'on n'intervienne pas, etc. Ça, vraiment, ce travail collectif, ça a fait vraiment beaucoup, beaucoup avancer les choses chez nous. Et suite à ça, en 2020, on a créé un groupe de travail déjà. Groupe de travail, donc, bah, vient qui veut. Des collègues des services impactés ou impactants comme nos approvisionneurs, hein, donc ceux qui vont acheter les matières premières, ceux qui vont travailler avec les producteurs de lait. Donc on a trois types de lait. On a du lait de vache, du lait de brebis et du lait de chèvre. Donc voilà, c'est des filières vraiment très différentes. Donc on a des collaborateurs qui travaillent directement avec ces producteurs-là. Et puis aussi des gens qui n'ont rien à voir avec le sujet dans leur métier, mais qui sont des passionnés et qui sont du coup source voilà, d'énergie et de bonnes idées. Donc voilà, on a constitué un petit groupe assez hétéroclite. Et notre groupe de travail, dans un premier temps, c'était déjà recenser les actions existantes, s'assurer que toutes les actions sont bien prises, sont bien pilotées et avancent. Donc donner du temps pour ça. Et essayer de valoriser déjà ce qui est fait. C'était ça un peu l'objet dans un premier temps. Après, en 2021, voilà, on a quand même fait notre fusée de GT, on a écrit notre feuille de route, notre raison d'être, nos enjeux, qui sont toujours d'actualité. Ça n'a pas trop bougé. 2022, on a continué, on a mis en place des petits indicateurs extra-financiers hein, qu'on a glissés comme ça, hein, vraiment spécifiques à la biodiversité. Et puis, 2023, on avait envie d'avoir un petit peu un cadre on s'est posé la question de se faire labelliser, donc de se faire accompagner aussi. On a vraiment regardé tout ce qui existait. Et en fait, on est tombé assez rapidement d'accord sur le fait d'entrer dans le programme Entreprise engagée pour la nature. On pourra en parler après. Hein. J'ai détaillé un petit peu ce sujet-là dans mon diapo. Voilà, 2024, on a fait pas mal de formations
de sensibilisation auprès de nos collaborateurs. Donc la sensibilisation, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans depuis très longtemps, puisqu'on fait de la sensibilisation RSE, donc la biodiversité en faisait partie, mais là, on a vraiment fait des formations vraiment spécifiques et vraiment au-delà de la sensibilisation. Voilà, ça, c'était en 2024. On poursuit 2025 avec le passage de notre groupe de travail en commission. Alors, on s'est dit, un groupe de travail, voilà, il y a un début, il y a une fin, il y a des livrables. Nous, on veut perdurer dans le temps. On veut que Olga ait son antenne, sa petite équipe biodiversité ad vitam aeternam. Donc, on s'est autoproclamé commission. Alors, notre commission, quelques petits exemples. À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ses missions? On retrouve les missions du GT, hein, mais de manière plus pérenne dans le temps. Donc, on valorise, on essaye d'amplifier les actions d'Olga. On anime notre feuille de route biodiversité, donc avec des objectifs, des indicateurs extra-financiers. Donc, tout ça, ça nous a permis en fait d'être assez serein quand on a vu la CSRD arriver avec ces gros pavés, biodiversité, écosystème et tout. On se dit, oh là là, comment on va répondre à tout ça? Et en fait, à peu près tout ce qu'on fait dans notre commission, ça peut répondre aux enjeux de la CSRD, donc ça c'est un plus. On travaille à sensibiliser et impliquer nos parties prenantes, que ce soit nos collaborateurs ou en externe, hein, nos producteurs, nos fournisseurs, voilà, nos parties prenantes plus largement. Et puis on veut tout à fait privilégier l'action. On veut vraiment avoir des petites actions concrètes, même si c'est pas grand-chose. Voilà, on a vraiment cette envie d'être sur le terrain et de pas juste être en réunion pour faire des diaporamas et des tableurs Excel. Voilà. On fait. Ce qui est intéressant, si tu peux revenir sur la slide d'avant, c'est que au niveau de notre engagement et de notre reconnaissance, donc le fait d'être entreprise engagée pour la nature, donc ça fait 2 ans. C'est vrai que c'est un engagement fort parce que voilà, quelque part, on se doit maintenant de réaliser nos actions, de réaliser notre feuille de route, de rendre compte. Donc, ça a été un passage quand même au niveau supérieur pour nous. Ça a vraiment permis d'ancrer les choses et de faire qu'on reste vraiment motivé sur ce sujet-là. Donc, l'intérêt, c'est que c'est une démarche qui est gratuite, qui est très accessible, qui est quand même validée. On a quand même une validation de l'OFB, hein, de notre dépôt de plan d'action, de notre démarche. Donc ça nous rassure. Ça nous permet de prendre la parole aujourd'hui aussi. Ça, voilà, c'est un gage de, voilà, de faire bien les choses à notre humble échelle. Et puis, il faut signer la charte Act for Nature. Et cette charte, elle doit être signée par notre dirigeant. Donc ça embarque aussi un. Alors même si nous, notre dirigeant, il est à fond là-dessus, mais voilà, ça quand même permet de poser les choses. Notre dirigeant, il est avec nous, il est au courant du sujet. Et voilà, et entre guillemets, on a cette légitimité-là aussi dans l'entreprise de pouvoir prendre du temps sur nos missions. Alors moi, ça fait partie intégrante de ma mission, j'ai d'autres collègues aussi. Mais il y en a d'autres collègues qui ont pas vraiment de lien direct avec ce sujet-là, mais voilà, ils ont le droit de passer du temps sur des actions. Voilà. Euh, voilà, on a beaucoup aussi de suivi de projets qu'on ne veut pas lâcher, qu'on veut relancer s'ils sont tombés aux oubliettes, qu'on veut amplifier si c'est que le début. Donc, on a toute notre enveloppe mécénat, donc avec 1% pour la planète, qui nous permet de soutenir des associations qui font très bien les choses. Des fois, il ne faut pas réinventer l'eau chaude, il faut plutôt favoriser les initiatives qui fonctionnent déjà bien. Bien évidemment, on travaille avec la LPO de notre région, la LPO Bretagne, qui est toute naissante. Et on a aidé en fait à ce qu'il y ait une antenne en Bretagne. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'antenne en Bretagne spécifiquement. Il y avait une grosse antenne en Pays de Loire, donc c'est notre région limitrophe.
Donc, ils ont vraiment une maturité et du coup une équipe et des forces vives très, très fortes en Pays de Loire. En Bretagne, c'était un petit peu moins le cas. Donc, voilà, on les a soutenus financièrement hein, pour qu'ils montent en puissance. Donc, ça, c'est une belle preuve aussi même si voilà, on essaye de pas. Normalement, on ne doit pas être mécène au-delà de 30% du budget de l'association. Bon, bah là, on a un peu. Les premières années, on a un peu dérogé à cette règle-là, mais on voit que ça porte ses fruits aujourd'hui. On travaille aussi pour des plus petits collectifs comme Biodiscord. On en parlera tout à l'heure aussi. Et puis des petites associations qu'on soutient aussi d'une graine aux autres, avec lesquelles on essaye de faire des passerelles. Eux, ils fournissent des, des, des semences paysannes. Euh, ils ont vraiment ce rôle de conservatoire quelque part des espèces et des différentes variétés dans les espèces. Et nous, derrière, on fabrique avec des produits, notamment là, c'est l'avoine. On fabrique beaucoup de produits avec de l'avoine et l'idée, c'est de réintroduire les avoines population, alors que on a tendance à avoir toujours des cultures mono, monovariétales. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment plusieurs variétés au sein d'une même culture. Et nous, du coup, de pouvoir valoriser ça. Voilà, donc c'est plein de petits projets qu'on suit. Et là, du coup, je veux bien que tu passes à la dernière slide qui est un petit peu la même chose. Hein. On m'est présenté différemment. Alors, si on veut faire un focus quand même sur nos filières agricoles, donc on a 6 filières agricoles aujourd'hui à Olga. Et du coup, on essaye de vraiment, dans un premier temps, soutenir l'agriculture biologique. C'est vraiment notre fer de lance. On n'est pas 100% bio aujourd'hui, mais on a plus de bio que de conventionnel aujourd'hui. On voit que l'entreprise, voilà, euh, opère un petit virage, pas un virage stratégique et, euh, et, et très très rapide, mais on sent quand même que le virage vers plus de bio dans l'entreprise arrive. Donc, on rappelle que le bio, c'est c'est le mode de production agricole qui permet le plus de protéger la biodiversité. Donc, c'est 50% en plus d'individus qu'on va répertorier sur une parcelle bio versus une parcelle conventionnelle équivalente. Et c'est 30% en nombre d'espèces supplémentaires. Donc à la fois, on a plus de diversité, 30% de plus dans les espèces présentes, et en plus, on a plus d'individus dans les espèces représentées. Donc ça, c'est des chiffres qui ont été vérifiés par des naturalistes, hein, des comptages, hein, tout simplement. Et c'est des chiffres qu'on peut retrouver dans le monde entier. Alors c'est une moyenne, bien sûr, mais donc quand j'entends dire en bio, on peut avoir de la monoculture, alors là, bah, je dis, bah non, en fait. Alors, oui et non, vous pouvez être un viticulteur et avoir que de la vigne en bio, c'est possible. Vous pouvez avoir des vergers et avoir que des vergers, c'est possible. Hein. Mais quand vous faites des cultures, c'est impossible de faire toujours la même culture tous les ans sur la même parcelle en bio. C'est interdit en fait. Il y a des rotations qui sont obligatoires tous les 4 ans. Donc vous ne pouvez pas retrouver les mêmes cultures. Ça, voilà, il y a plus de diversité dans les cultures en bio qu'en conventionnel. Même si on a des conventionnels qui sont très, très engagés, qui ont vraiment cette culture-là et qui vont vraiment faire l'effort. Il y en a beaucoup, hein, je pense, hein, des conventionnels qui vont faire ça, mais en tout cas en bio, c'est carrément obligatoire. Donc on a cette garantie-là. Donc effectivement, on a plus de diversité, de biodiversité dans les parcelles conduites en bio. Aussi parce qu'on n'utilise pas de pesticides, hein, tout simplement. Hein. C'est la première, pas de poison pour les insectes, donc forcément il y a plus d'insectes. Pas d'herbicides, donc forcément bah, plus de mauvaises herbes. Hein. Ça fait, voilà, c'est QFD. Euh, on a, euh, on a quelques pesticides qui sont autorisés en bio, mais qui sont très réglementés, qui sont limités à un certain nombre de cultures, qui sont parfois limités aussi dans le temps.
Et les doses sont également, les doses utilisables sont également vérifiées. Il y a des limites également. Donc, en fait, quand on dit que l'agriculture biologique, il peut y avoir des pesticides, moi, je dis dans les faits, en agriculture biologique, à part peut-être sur quelques productions très ponctuelles, non, il n'y en a pas. Il y a zéro, en fait, dans les faits, réellement. Voilà. Alors, on a du coup un accompagnement bien sûr de nos producteurs. On veut les amener, s'ils ne sont pas bio, vers l'agroécologie. Donc on a des grilles d'évaluation où on va leur poser vraiment les questions classiques, gestion de l'eau, gestion des intrants, voilà, préservation, couverture des sols, voilà, toutes les pratiques agroécologiques qu'on connaît pour déjà valoriser ce qu'ils font déjà et puis les amener à aller plus loin. On a aussi des projets de plantation de haies, de replantation de haies avec certains producteurs. Donc, on peut nous apporter de la visibilité et puis du financement. Et puis, on essaye toujours de valoriser leurs actions sur leur ferme quand ils font des portes ouvertes. On essaye voilà, quand ils nous sollicitent, bien évidemment, on est là avec des dégustations de produits. Voilà, on va régulièrement tourner des films, des petites vidéos, faire des photos sur leur ferme pour leur permettre aussi à eux de communiquer, à nous également. Et puis, on essaye de travailler avec des outils existants, comme le Biodiscord. Donc, le Biodiscord, c'est quoi? C'est un outil euh, qui est disponible pour les agriculteurs bio. C'est un outil qui a été créé par des agriculteurs bio déjà, et qui permet en fait à l'agriculteur de faire une sorte d'état des lieux sur un an, sur tout ce qu'il a sur sa ferme en termes d'infrastructures agroécologiques, mais aussi sur tout ce qu'il a cultivé, tout ce qu'il a mis en place. Et il peut faire des simulations et gagner des points, gagner des scores, enfin améliorer son score de biodiversité. Donc c'est une approche un petit peu ludique quelque part. Tiens, si je rajoute une LA, ah bah, je vais gagner 50 scores, points de scoring. Ou si je fais des cultures associées, ah bah là, je vais gagner énormément. Voilà, c'est en fait valoriser toutes les pratiques qui ramènent de la biodiversité, même si certains sont au taquet. Il y en a d'autres qui peuvent toujours voilà, rajouter des petites choses qui permettent d'avoir encore plus de biodiversité sur leur exploitation. Voilà, et puis d'autres labels, mais comme le commerce équitable qui engendre aussi des exigences en matière de protection environnementale. Donc voilà, c'est pas l'effet premier du commerce équitable. On est d'abord sur la rémunération du producteur. Mais si le producteur il est bien rémunéré, il aura plus de facilité à prendre du temps ou à financer des actions aussi plus en lien avec la biodiversité sur sa ferme. Donc voilà, c'est aussi une première porte d'entrée. Bien sûr, on a des indicateurs. Voilà, comme la part de nos achats réalisés en bio, la part de nos achats aussi réalisés sur les cultures mineures. Ça, c'est un point qui est important pour nous. On sait que 90% de notre alimentation provient de 11 cultures. Donc, on va retrouver le maïs, le soja, le riz, la betterave, qu'est-ce que j'ai oublié, le blé, le triticale, l'orge, faire de la bière, le tournesol aussi, le colza, voilà. J'en oublie, le pois. Ah, je suis arrivée à 10, il m'en manque une. Bon, peu importe. Peut-être la canne à sucre. Et voilà, l'idée, c'est de aussi proposer des produits qui ne sont pas issus de ces 11 cultures majeures. Donc, on essaye vraiment de travailler sur des nouvelles filières végétales et de vraiment amener une diversité dans l'assiette. C'est vrai que moi, je dis souvent, si on veut faire des petites actions en faveur de la biodiversité, en tant que citoyen, en tant que consommateur, déjà, on achète du bio quand on peut, quand ça en vaut le coup, quand on a la possibilité de le faire. Et puis, on essaye de varier ce qu'il y a dans l'assiette et de ne pas toujours acheter des choses à base de blé, de maïs, de riz. Il faut aller au-delà. Il y a plein d'autres choses maintenant qui existent et qui favorisent en fait des filières derrière
et qui favorise forcément des parcelles qui ont été cultivées et du coup, voilà, on est sur un cercle plutôt vertueux. Voilà pour ma présentation. J'avais aussi tout à la fin proposé une vision très globale de notre plan d'action déposé auprès de l'OFB, hein, donc dans la démarche entreprise engagée pour la nature. Donc c'est une démarche qui est assez facile en fait à mettre en place, qui n'est pas spécifique à l'agroalimentaire du tout. Il y a d'ailleurs peu d'entreprises agroalimentaires, je trouve, qui sont dans le programme. Donc on a des actions cœur de métier à déposer et puis des actions qui ne sont pas cœur de métier, j'ai fait un copier-coller malencontreux, qui sont des actions plutôt complémentaires. Donc là, on peut retrouver des choses qui sont faciles et réalisables pour n'importe quelle entreprise. Le nombre de collaborateurs formés ou sensibilisés à la préservation de la biodiversité. Nous, on a choisi aussi de favoriser par le mécénat des actions concrètes en faveur de la biodiversité par des associations locales et engagées. Et puis, faire de nos sites des refuges LPO. Donc ça, c'est un programme c'est un programme qui est aussi très connu et qui nous permet vraiment d'avancer sur nos sites industriels, même si on a beaucoup d'artificialisation, on a aussi beaucoup d'espaces verts à gérer. Donc, c'est un plus. C'est un plus également. Voilà, bah merci. 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 Merci à toi, Maëva. On se prend quelques questions Ouais. ou réactions? Quelqu'un a envie de se Est-ce lancer? que Julie, ça répond aussi à votre question en lien avec l'agroécologie, puisque comme vous avez vu aussi, Olga, des objectifs sur l'agroécologie, même si, Ouais, en gros, c'est ce tout que à vous fait. dites. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond à la question, il y a même des applaudissements. Ah, merci. Moi, j'ai une question sur les indicateurs Ouais. permettant enfin, d'avoir des informations sur la biodiversité. C'est un sujet où je trouve que c'est extrêmement difficile. Donc, j'ai entendu Mm. Enfin, en fait, ma question, c'est est-ce qu'on a des indicateurs de résultats? Parce que là, il y a des Alors, indicateurs d'action. On va mettre une haie super. mm. Euh, Est-ce qu'on a des indicateurs de résultats? Le résultat, ce serait par exemple, on a constaté euh, qu'il y a des rapaces supplémentaires sur une ferme. Non, on n'a pas ça. On n'a pas d'indicateur comme ça parce que ça serait compliqué, je pense, à suivre. Après, quand on plante une haie, déjà, ben, c'est pas nous qui la plantons, hein, clairement, c'est des professionnels qui font, enfin, dont c'est le métier. Donc, on travaille beaucoup avec le Fonds pour l'arbre. Euh, et voilà, nous, on a un programme en Bretagne qui s'appelle Braise Bocage. Bah, clairement, les agriculteurs, ils plantent pas tout seuls la haie, hein. C'est Braise Bocage qui va intervenir avec les plants, avec donc des plants qui sont bah, produits, qui sont adaptés, hein, des espèces, des essences qui sont adaptées, des plants qui sont sourcés localement. Et puis pour faire ça bien, en fait, pour gérer aussi derrière la haie, parce qu'une haie, il n'y a pas que la planter, il y a aussi l'entretenir derrière. Donc voilà, on n'a pas d'indicateur. Ce serait compliqué de se dire, voilà, on essaye d'avoir voilà, plus de carabes ou plus de, je sais pas, de reptiles ou de batraciens sur notre site. On n'est pas à ce niveau-là. La LPO nous aide, mais parce ils font des comptages sur nos sites, mais voilà, c'est leur méthode qui est comme ça. Nous, on peut pas garantir, on peut pas se fixer, on peut se fixer des actions, un nombre d'actions à faire, mais de là à se dire on veut qu'il y ait 2 fois plus d'hirondelles sur notre site qu'il y a actuellement, c'est pas ce qu'on a choisi comme Peut-être indicateur, ce serait trop précis, quoi. Mm. un tout petit complément en lien avec ce que vient de dire Maëva, évidemment sous le contrôle de Maëva. Je pense que le point aussi qu'elle citait sur le bio, c'est que on peut en soi, par exemple, évaluer, enfin faire des études de sol pour évaluer la teneur en matière organique, la stabilité, la capacité de rétention d'eau, ou la teneur en nitrate dans les eaux, etc. Euh, mais en fait, il y a souvent des preuves que typiquement, en fait, la rotation des cultures, la couverture des sols, etc., en fait, c'est associé vraiment à une amélioration de ces indicateurs.
Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui vont plutôt aller vers des moyens, puisqu'ils savent que justement, en fait, un certain nombre de pratiques vont être associées à une amélioration de la qualité des sols, une baisse de la pollution des eaux, etc., sans nécessairement aller systématiquement faire des évaluations sur les résultats. Donc, il y a beaucoup d'acteurs dans le monde de l'agroalimentaire qui vont plutôt justement, où le bio, pareil, ce qu'elle dit sur les chiffres un peu clés du bio, c'est pas spécifiquement sur les parcelles Olga, mais c'est des valeurs qui sont Oui. connues et reconnues, on va dire, scientifiquement. On prend, il y a deux questions. Mm. On prend rapidement d'une pierre deux coups, je vais dire vos deux questions, Benoît et Nina, en essayant comme ça de faire efficace. D'accord. La question, c'est qu'est-ce que vous utilisez comme indicateur extra-financier de la biodiversité et qu'est-ce qui fonctionne? Eh Donc, ben, si toujours on sur peut les revenir indicateurs. sur nos Et, indicateurs et j'allais passés. dire, mais là, juste, je vais prendre la question de Nina tout de suite. Ouais. Je dis ça parce que qu'on fasse attention au timing, comme ça, après, dans les réponses, je sais qu'on ne pourra pas plonger vraiment dans le détail, mais au moins qu'on puisse entendre les deux questions comme ça. Merci beaucoup. Alors, moi, j'avais une question sur l'accompagnement des agriculteurs pour produire tout ça. On sait à quel point au quotidien, c'est déjà un peu dur pour eux actuellement. Et du Clairement. coup, voilà, ce côté bureaucratie, de remplir différentes trames et tout ça. Donc, comment est-ce que concrètement Olga les accompagne? J'imagine que vous travaillez en direct avec eux. Si c'est indirect, comment vous faites aussi? Et Mm. j'avais une question sur la grille agroécologie, voilà, mais je sais qu'on n'aura pas le temps de tout parler, mais ouais, ça m'intéresse beaucoup cette notion de grille. Et vu qu'il n'y a pas de label, comment vous accompagnez aussi vos agriculteurs? Est-ce que vous les Mm. auditez? Voilà. Merci. Oui, alors Merci beaucoup. la première question donc, de Benoît, c'est vrai qu'on a quelques exemples là, dont aussi, que je n'ai pas mis, mais le nombre de filières accompagnées et évaluées sur des critères de biodiversité. Donc, et l'objectif, c'est 100% à terme. Là, on doit être à 80%. Mais, et donc, ça répond aussi un peu à la question de Nina. Donc, c'est accompagner et évaluer. Donc, il y a un peu de tout là-dedans. Euh, il y a un peu de tout. Ça dépend vraiment des filières. On a des filières où on est très en direct avec les producteurs, c'est les filières laitières. Clairement, on vient collecter chez eux. On a un technicien qui passe dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un problème sur le tank, dès qu'il y a une vache qui a été traite qui n'aurait pas dû, dès qu'il y a une porte ouverte, dès qu'il y a un papier à récupérer. On est vraiment en lien hyper étroit avec eux. Et du coup, là, clairement, on va avoir plutôt une approche aux producteurs. On sait qu'il y en a qui sont sensibles, donc on va essayer de les amener vers des actions et on va les amener vers aussi du partage d'actions, de bonnes pratiques en faveur de la biodiversité. Mais clairement, on sait qu'on ne pourra pas embarquer tout le monde. Il y en a qui sont trop dans le dur, il y en a qui sont soumis à des pressions, à à des problèmes par exemple, de ressources ou de transmission de la ferme. Clairement, avec ces personnes-là, on ne pourra pas venir leur dire toc toc, nous on veut faire un diag biodiversité chez vous, c'est hyper urgent. Non, voilà, c'est vraiment dans le. Faut le remettre ça dans le contexte de la ferme. C'est pas que ce sont des mauvais élèves, hein, mais c'est que clairement ils ont pas le temps pour ça, ils sont pas câblés pour ça à ce moment-là. Après, on voit que les jeunes générations quand même d'agriculteurs, ils sont hyper sensibles à ça et ils ont même pas besoin de nous en fait pour être paysans de nature, pour être dans des collectifs, pour être des acteurs en fait, pour travailler avec leurs interprofessions régionales aussi sur des sujets de biodiversité, faire des dialogues, voilà. Et ceux-là, des fois, ils n'ont pas besoin de nous, ils font déjà plein de choses. Donc, vraiment, c'est du cas par cas. Et après, on travaille aussi avec des coopératives où là, on a peut-être un poids un peu plus important, où on va les solliciter pour justement qu'ils fassent travailler leur collectif de producteurs, notamment par des grilles, hein. On a parlé de la grille agroécologie. C'est une grille que nous, on a créée, qu'on donne à la coopérative et elle doit faire remplir cette grille-là à ses producteurs. Alors, là aussi, on n'est pas sur un objectif à 100% des producteurs qui ont rempli la grille, mais l'idée, c'est quand même d'amener le sujet, de voir que c'est de la data qui nous intéresse, qu'on a besoin de valoriser derrière, et que c'est des sujets d'intérêt. Et dedans, on a toutes les pratiques qui favorisent la biodiversité. Donc, on a cité hein, les infrastructures agroécologiques, la préservation des sols par le moindre labour et puis par la couverture, la diversité des assolements,
La fertilisation, très importante, on l'a pas cité en bio, mais la fertilisation en bio, elle fait vraiment la différence, hein. C'est pas du chimique, c'est pas des produits chimiques qu'on va mettre sur la terre, c'est du fumier, c'est du compost, des choses comme ça. Ça joue beaucoup aussi en matière de biodiversité. On va leur poser la question aussi de la taille des parcelles. On sait que plus une parcelle est grande, moins il va y avoir de biodiversité. C'est pareil, c'est évident. En bio, on a la chance d'avoir quand même généralement des plus petites parcelles, mais là, en conventionnel, ils peuvent aussi avoir des parcelles qui font pas 30 hectares. On peut aussi peut-être faire 3 parcelles de 10 hectares, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est des sujets voilà, qu'on essaye d'amener sans imposer, mais voilà, en amenant quand même de plus en plus de questions et du coup, un intérêt, en leur montrant l'intérêt de ces pratiques-là, en fait. Merci pour ces compléments. Il y avait la question de l'extra-financier, ça répond à tout. On a répondu globalement aux questions. Si ça vous va, on vous donnera le contact de Maëva si Maëva, tu es d'accord, Oui, bien sûr, bien pour sûr. approfondir si besoin d'échanger voilà, sur vos besoins particuliers. Effectivement, on a conscience que c'est court et que c'est qu'un premier aperçu, mais au moins on a pu plonger dans le sujet quand même. Merci Maëva pour tous tes Mm. apports. Euh, Merci à vous. Merci. Comme qu'on garde un petit temps d'appropriation, il y a un temps en sous-salle, on va se donner 20 minutes, on va faire deux sous-salles, donc on réduit comme ça fait un petit groupe de 6. On vous a donné un template, alors je ne sais pas dans quelle mesure on va avoir la capacité à garder ce déroulé-là, mais il y avait le souhait de vous laisser un temps entre 2 minutes et 5 minutes pour explorer cette grille si vous ne l'avez pas déjà regardée en amont. Et je laisserai Liabel dire un petit mot et ensuite d'avoir un temps d'échange justement sur ce diagnostic et de se dire où est-ce que j'en suis avec mon entreprise en termes de principaux impacts et d'actions déjà enclenchées, voire d'actions à ajouter, enfin à démarrer. Est-ce qu'Aliabel, tu veux compléter ou c'est bon? Oui, très très rapidement. Effectivement, l'idée, c'est juste de faire un peu atterrir un peu ce que je vous ai dit, ce que Maëlène vous a partagé dans le contexte de votre entreprise. Donc, très concrètement, en lien avec ces sujets agroalimentaires ou au-delà, en fonction de votre activité. Quels sont vraiment vos principaux impacts, ceux que vous avez déjà identifiés ou que justement les interventions de Maïma et de moi ont pu vous évoquer? Est-ce que vous avez déjà des actions pour y répondre? Et sinon, qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller plus loin ou en tout cas pour adresser ces enjeux-là? Donc, on va voir ça en petits groupes et ça sera creusé dans tous les cas le 3 octobre en journée en présentiel. S'il n'y a pas de questions brûlantes, alors il y en a quelques-uns qui filent, donc normalement ça se répartit dans les groupes, donc ça a l'air d'aller. J'ouvre les salles et comme ça on peut aussi approfondir les questions à cet endroit-là. À tout à l'heure. Donc, Julie part. Laurine, je te laisse voir.
On a un autre groupe pour faire le mot de fin. Vous êtes tous revenus, c'est ça, Eliabel, dans votre groupe aussi? Bon, Parfait. On a 2-3 minutes pour pas trop déborder pour le mot de la fin. Nickel, je te alors, laisse. de façon très synthétique, ce qui est à retenir, c'est que sur le volet agroalimentaire, les impacts de la filière, ils sont grosso modo concentrés sur l'amont agricole. Donc, dès que vous avez de l'amont agricole dans vos activités, c'est là en somme que se situent vos impacts. Je vais détailler un petit peu sur la slide, mais c'est pas nécessairement la peine d'y revenir maintenant. Néanmoins, la responsabilité, elle reste très partagée par l'ensemble de la filière, particulièrement par les acteurs de la distribution et de l'offre, puisque ces acteurs-là, ils exercent une influence qui est majeure sur les pratiques agricoles. Et donc, à cet égard, c'est vraiment un travail commun et pas du tout la responsabilité seulement de l'amont agricole de travailler sur ces questions et de pouvoir justement, en tant qu'acteurs qui sont au niveau de la distribution ou de la production de produits, comme on discutait par exemple avec Naos, d'avoir vraiment une grosse capacité d'influence aussi bien des clients et des pratiques agricoles des fournisseurs. Je vous ai mis quelques ressources utiles sur typiquement les labels, les certifications, des documents intéressants qui existent, des rapports justement sur les impacts des différents modes de production labellisés. Vous allez pouvoir voir du coup la supériorité du bio, par exemple, dans ce rapport INRAE et Ifremer qui est sorti en 2024 ou en 2025, je ne me rappelle plus. Il y a des guides sectoriels aussi sur certaines filières que vous pouvez aller consulter. Il y a des dynamiques hyper intéressantes, un petit peu trans-acteurs comme ce que fait l'Association pour l'agriculture du vivant. N'hésitez pas à me contacter ou aussi à contacter Olga pour en discuter ou pour avoir des ressources un peu plus spécifiques. Je vous ai aussi mis quelques ressources générales, la plateforme entreprise de biodiversité et puis le travail que fait l'ARB en région sud pour accompagner les entreprises. Et on passe tout de suite sur les prochaines étapes. Oui, très rapidement, prochaines étapes. Du coup, vous êtes invités la semaine prochaine. Et c'est un peu en extra. On sait que c'était pas dans le parcours initialement, mais on organise une conférence sur l'hydrologie régénérative avec Samuel Bonvoisin. Il y aura le témoignage des eaux de Marseille et de Village Club du Soleil. Donc c'est mercredi dans le cadre des jours d'embarquement au CEC. Et ensuite, on se retrouve de toute façon vendredi. Donc de 10h à 16h. Et je vais vous envoyer une mise à jour de l'agenda, ainsi de suite. On sera chez Rougerie Tangram, il y aura des temps d'échange avec différentes personnes, donc, dont le président Emmanuel qui a fait le parcours CEC et Olivier Boquet qui est le directeur du lab biomimétisme. Donc des temps inspirants et dans le jardin et des temps évidemment de travail. On va approfondir le diagnostic, on va approfondir les actions faites déjà et les nouvelles actions et cette idée de priorisation d'actions. Donc on va être vraiment dans des grandes lignes, mais ça aidera, je pense, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, à aller chercher les actions prioritaires. Donc, normalement, c'est un peu l'objectif qu'on se donne pour cette journée. Et ensuite, un petit mot sur Biomime Expo. J'avais remis dans un mail donc un programme très riche qui va être sur une journée. C'est à Marseille pour la première année. Vous avez reçu une invitation agenda que je vous ai envoyée que au groupe Biodiversité. Parce qu'à 14 heures, on a un rendez-vous pour faire une visite du salon d'exposition, on va dire, avec Alain Renaudin, qui permettra d'aller vraiment avoir un coup de pouce pour y s'y retrouver, parce qu'il y a une centaine d'exposants, donc avoir un peu des mots clés sur qui est là et ce qu'il apporte. Et un code de réduction CEC, n'hésitez pas à l'utiliser vous, mais même plus largement dans vos entreprises. CEC off, il y a 30%. Voilà. Et pour ceux, donc Nina, je t'ai envoyé un mot là-dessus, je pense. Je ne sais pas si d'autres sont éligibles, mais en tout cas, les jeunes entreprises, vous pouvez candidater au prix Biomime Expo Award. Donc, entreprise avec une ambition sur la biodive, c'est assez ouvert, assez large. Donc, vous pouvez aussi passer le mot. Voilà, j'ai fait très express Peut-être pour pas qu'on déborde trop. une toute petite incise sur la journée biodiversité. N'hésitez pas à venir avec le plus de personnes possibles qui sont intéressées par ces sujets de biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir à 15, mais en tout cas, les fonctions qui sont un peu clés, vos côtés achats ou relations fournisseurs ou effectivement plutôt commerciaux en fonction de vos métiers et de vos enjeux. On a cité un petit peu là les enjeux en atelier. N'hésitez pas à venir à plusieurs pour réfléchir ensemble à ces questions-là, parce qu'ensemble, c'est quand même aussi plus logique pour une entreprise de travailler avec ceux qui vont déployer plus tard. Et à nous prévenir aussi en fonction de justement qui sera parmi nous pour aussi qu'on puisse calibrer Oui, ça a tout son sens de venir à 2-3. Juste, vous avez qu'à transférer l'invite dans laquelle vous êtes. Comme ça, une accepter, refuser, ça fonctionne. Qu'on sache combien on est et combien on attend. Et j'espère que ce sera une bonne journée pour vous. On a mis 10h, 16h pour vous permettre de venir et de repartir de loin. Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot de fin pour se dire au revoir, se dire bon appétit?
Ça fait toujours un départ plus joyeux que de raccrocher comme ça. Euh, Il faut se dire bon appétit et quoi d'autre? Un petit mot, ça peut être au revoir, bonne journée. À la semaine prochaine. À vendredi pour ceux qui se connectent sur Bâtiment Construction. On aura le témoignage de Pocheco. Donc voilà, comme vous voulez. Ou Bah, merci. je vous Ou souhaite un Eh très ben, bon merci. appétit. merci. Un grand Merci merci beaucoup. pour ce partage Merci. Bon appétit, à bientôt. Merci à Ouais, et à vous. très vite. à bientôt. Bonne Au revoir. journée. À Au très revoir. Bonne vite. Et, journée, au revoir. Merci. et si la vidéo d'hier est dispo, je suis preneuse pour pas rater le train. J'envoie. Je te l'envoie et j'enverrai à tout le monde en fin de semaine tous les replays pour pas faire d'email. Parfait. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Chouette, merci. Et moi, j'ai juste une petite question, Mélanie et Eliabel, comme je viens de rejoindre, enfin, c'est Carole qui m'a transféré les invitations. Je veux bien être dans les boucles de mail, si Bien possible. sûr. Est-ce que tu peux me mettre ton mail là dans Ouais, je le vais chat? mettre ça. Super. Merci. Et Au revoir.